savoir quel est mon besoin. Est-ce que j'ai la bonne idée ou pas? Avant de penser que mon idée elle est unique, elle va me rapporter, je vais devenir l'homme le plus riche du monde, je vais arrêter de travailler. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, lire des livres. Quand il y a une décennie, Elon Musk, on se moquait de lui parce qu'il fabriquait des voitures électriques. Vraiment, il y a une vidéo où il était en pleurs, tellement ça le touchait et lui, il croyait dans son projet. Et donc aujourd'hui, comment le monde serait sans Tesla? Peut-être que c'est un peu différent et peut-être qu'il va rater quelque chose s'il n'écoute pas ses clients. Donc, Walid, quel était ton majeur défi qui t'a marqué le plus? Les échecs, c'est comme des briques que tu mets sous tes pieds pour aller vers la réussite. Quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc voilà, donc ce que ça m'a apporté là-dessus, c'est ce côté-là, euh, ouverture. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre deuxième podcast, un podcast qui s'intègre dans une série de podcasts dans l'objectif d'explorer le monde entrepreneurial d'une façon plus approfondie, de relever les défis et de partager les histoires inspirantes de nos entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir avec nous un invité très spécial pour le club. Et pourquoi je dis spécial? C'est parce que notre invité est un ancien lauréat de Programme Adventure. Il a participé à 3 reprises lors de ce programme. Pour ceux qui ne connaissent pas le Programme Adventure, je vous explique brièvement. Adventure est un programme d'accompagnement et un concours pour les porteurs de projets de start-up. Donc c'est un programme qui dure 4 mois et c'est un événement annuel qui se tient depuis 2009. Je suis très ravie de vous présenter notre invité Walid euh, Manseya, qui sera là pour parler de son expérience et je vous promets qu'il va vous amener à explorer une belle exploration du monde entrepreneurial. Bonjour Walid. Bonjour Khouloud, merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous pour ce podcast. Du coup Walid, on va commencer déjà par une question qui se répète lors de tous nos podcasts. C'est qui Walid Manseya? C'est quoi ton parcours académique et professionnel? Et quelle est la qualité principale qui fait de Walid Manseya l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Bon, Walid Ben Seya, je suis avant tout un Tunisien qui a suivi tout son parcours en Tunisie, qui a fait l'école tunisienne, l'école publique, jusqu'à l'école d'ingénieur. Je suis ingénieur de l'école Annecy, promotion 2006. Euh, j'ai voilà, à peu près maintenant une vingtaine d'années d'expérience derrière moi. Comment je peux me définir? J'ai toujours été quelqu'un qui était intéressé par la découverte des choses et l'entrepreneuriat fut quelque chose pour moi un domaine nouveau parce que j'ai pas baigné dans l'entrepreneuriat. Je viens d'une famille assez normale en Tunisie. Mon père est fonctionnaire, ma mère femme au foyer. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment un domaine que j'ai découvert en venant en France et beaucoup à travers la tuche. L'autre question que tu me posais, c'était pour moi, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que je sois entrepreneur? Je vais dire un truc, mais par contre là, je ne l'ai pas appris de la tuche, je l'ai appris lors le premier séminaire que j'ai pu assister en France, c'est la persévérance. Euh, un- une phrase que j'oublierai jamais, que je répète assez souvent, euh, que j'ai entendue lors de ce premier séminaire, c'est un projet sur 100 réussi. Ça paraît peu, mais ce qu'il fallait entendre derrière un projet sur 100, c'est pas une personne sur 100.
C'est un projet sur 100. Donc, il y a une promesse derrière ça. À celui qui fait 100 projets, avant d'arriver à son centième projet, il aura réussi. Et ça, pour moi et pour mon expérience aujourd'hui et toutes les personnes que j'ai pu côtoyer dans mon réseau, tous ceux qui ont vraiment réussi à atteindre de très hautes sphères dans le monde entrepreneurial, je peux le confirmer qu'il y en a qui réussissent dès le premier, 10e, 20e, 50e. Comme tu l'as bien présenté, j'ai participé à 3 concours. J'ai pas arrêté. Heu, j'étais, hors course lors du premier, j'étais second dans le deuxième et j'étais premier lors du troisième. Donc pour dire que la persévérance, donc voilà, s'il y a un mot, c'est la persévérance. D'accord, si je comprends bien, le programme Adventure, il était une étape, phase clé dans la vie de Walid Mansaya. C'est vrai ou pas? Et si c'est oui, qu'est-ce qui t'a apporté ce programme? Hem, comment Je l'ai vécu, oui, c'est ça voilà. exactement, comment tu as vécu l'expérience? Déjà, la première fois, c'était une découverte. Donc voilà, je ne sais même pas comment j'ai atterri, voilà, dans un séminaire proposé par la TUJ. Voilà, je suis venu, on dit que voilà, il y a un concours, pourquoi pas? J'avais une idée dans la tête, j'ai essayé de m'inclure dans ce processus-là. J'ai assisté au premier atelier, je savais pas c'était quoi un business plan, je me souviens encore que je voulais même acheter quelqu'un qui allait me faire mon business plan. J'étais prêt à payer quelqu'un, 500 €: «Viens, s'il te plaît, fais-moi un business plan». Heu, C'était assez stupide parce que le business plan ne peut être fait que par celui qui porte le projet, parce que ça nécessite une vraie compréhension, une vraie vision. Et c'est un challenge propre à l'entrepreneur. Donc, comment j'ai vécu la TUJ et l'adventure, heu, déjà, je l'ai vécu 3 fois. Donc, je l'ai vécu à 3 reprises et à chaque fois, c'était différent. Des fois différent et des fois, c'est la même chose. Le socle a toujours été le même à la TUJ. Les étapes étaient toujours les mêmes. Et par contre, les intervenants et les ateliers différaient d'une année à une année à l'autre. Il y avait une certaine montée en qualité, on va dire un spectre un petit peu plus large. Lors du premier, il y avait pas d'atelier, par exemple, le financement. Après, il y a eu un atelier financement. Donc il y a plein de choses que j'ai découvert et de mon expérience avec la TUJ, même si j'ai participé que 3 fois, mais j'ai assisté à beaucoup des séminaires. Des fois, j'assiste à des séminaires même si je ne suis pas candidat. Il y a pas une année qui ressemble à une autre et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Donc voilà, donc ce que ça m'a apporté, là-dessus, c'est ce côté-là, hem, ouverture et faire le premier pas pour sortir, pour ne pas rester à la maison, j'ai quelque chose dans la tête, même si je ne sais rien faire, même si je n'ai pas on va dire d'idée sur ma prochaine étape, au moins sortir de la maison et aller rencontrer d'autres personnes, d'autres, entrepreneurs, ça permet de se bouger et de faire c'est un pas en avant. D'accord. Et du coup, là, ce qui me tourne dans la tête, en fait, l'acceptation de l'échec, c'est pas facile. J'imagine, pour un jeune entrepreneur, ça doit être plus compliqué. Surtout qu'il croit à la valeur de sa start-up. Donc, comment tu as vécu ça et, et qu'est-ce que tu conseilles les entrepreneurs qui ratent, ou si on peut dire le terme, leur premier projet? Excellente question. Excellente question. J'en ai limite une larme qui me monte à l'œil tellement c'est vraiment l'échec. Je dirais que mon deuxième échec fut le plus dur. Vraiment arriver à la porte, être second, c'est l'échec, heu, on était bien parti, on avait tout, j'avais énormément confiance en moi, dans mon produit, hem échouer, ça m'a fait très mal, hem, heu, mais ça m'a permis de me remettre en question. Donc maintenant, je vais citer quelqu'un, qui m'a dit une phrase, qui voulait me blesser avec cette phrase-là. Pas méchamment, c'est une personne de ma famille, donc elle voulait me blesser en me disant: «Mais Walid, regarde, t'as que des échecs derrière toi. T'as échoué sur ça, 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 ça. Regarde combien t'as d'échecs». Et moi j'ai souri. Pourquoi? Parce que je me suis dit: «Les échecs, c'est juste, c'est comme des briques que tu mets sous tes pieds pour aller vers la réussite».
Il y a plein d'images qui illustrent ça, mais vraiment, je le dis pour l'avoir vécu. Moi, mes échecs, ils sont derrière moi et c'est vrai que la Tunisie et la France, ça, c'est assez connu qu'on n'aime pas trop l'échec. Quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un de mauvais. Alors qu'outre-Atlantique, quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est vrai que ça, c'est ça. Et moi, je suis quelqu'un de persévérant. Euh, C'est-à-dire, j'ai énormément de fois où j'ai échoué et à chaque fois, je n'ai pas arrêté. Euh, donc, je n'ai j'ai avancé, je le dis, j'ai avancé bêtement, mais j'ai avancé. Donc vraiment, le maître mot, l'échec, c'est une étape dans la vie, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc quelqu'un qui échoue, euh, oui, so what? C'est vraiment, c'est comme, euh, on va dire les choses comme ça, comme dans une bagarre, tu as pris un coup, tu es tombé sur le sol, il faut être en mesure de te relever. Il n'y a pas autre chose, vraiment, et il n'y a que celui qui va se relever qui va réussir. Je finis juste sur quelque chose qui est assez important. Je pense qu'il y a une décennie, Elon Musk, on se moquait de lui parce qu'il fabriquait des voitures électriques. Vraiment, il y a une vidéo où il était en pleurs, tellement ça le touchait, et lui, il croyait dans son projet. Et donc aujourd'hui, comment le monde serait sans Tesla? Donc voilà, donc échouer, c'est pas une fin en soi, c'est juste l'occasion que la vie te donne pour devenir plus fort. C'est excellent, c'est vraiment très touchant ce que tu nous partages. Et là, on va retourner aussi un peu en arrière à l'année 2018 où tu as remporté le trophée Adventure avec la solution No Lost. Ouais. Et comment tu as eu l'idée de ce projet? Est-ce que ça vient d'un besoin personnel? C'est quoi l'histoire derrière? Et le fonctionnement de la solution? J'aimerais bien entendre un peu D'accord. plus. Bah, c'est un bon, on va dire, c'est un bon sujet pour une bonne transition, parce que typiquement, Nolos, c'est à la suite d'un échec. C'est comme je le disais tout à l'heure, j'ai échoué lors de mon deuxième concours à Tuges, et ça m'a fait beaucoup de mal. C'est vraiment un échec qui me touche personnellement, parce que j'avais confiance en moi, confiance dans ma solution, confiance dans mon équipe. On était hautement qualifiés, on était tous des ingénieurs et tout ça, et j'ai perdu face à une personne qui était beaucoup moins âgée, n'avait pas notre expérience, n'avait pas elle manquait de beaucoup de choses que nous considérions comme étant nos forces et qu'elle c'est la force nécessaire pour faire avancer le tout et on a échoué. Et mais elle a gagné parce qu'elle connaissait très bien son marché, elle connaissait très bien sa solution, elle connaissait très bien ses clients. Donc ça, même si l'échec, je m'en souviens encore et ça me faisait vraiment très mal, et ça a fait éclater toute l'équipe et il y a eu plein de choses derrière ça. Mais derrière, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans mon expérience, c'était qu'est-ce qu'un produit? Qu'est-ce qu'un commercial? C'est quoi donc, suite à cet échec-là, j'ai fait une formation en tant que, comme pour être commercial, pas pour devenir commercial, mais pour comprendre ce que c'est que le métier de commercial, parce que je ne le connaissais pas. Je suis un technique, je suis un ingénieur, donc je connais les ingénieurs, je sais évaluer un ingénieur, mais je ne sais pas ce qu'est un commercial. Donc j'ai fait une formation, et lors de ma formation, c'est là où le réseau il est important de connaître des gens et des choses, mon formateur, c'est lui qui avait l'idée de No Lost. Euh, et lui, il m'a dit, voilà, j'ai cette idée-là, je vais faire ça. Je dis, cette idée, elle est trop simple. Il me dit, voilà, je veux coller des étiquettes sur des objets, par exemple sur un doudou, par exemple sur un vêtement d'enfant, un blouson, l'enfant, on ne sait pas le blouson, il appartient à qui, on veut coller ça, un passeport, un ordinateur, tout ça. Donc, euh, il me dit, j'ai déjà fait l'étude et tout ça, mais je ne sais pas le fabriquer. Je dis, il n'y a que ça. Moi, je le fabrique en un mois, je te fais un prototype. Je dis, non, tu ne peux pas le faire en un mois. Je dis, je m'engage à le faire en un mois. Et je l'ai fait en un mois, le premier prototype, et je l'ai sorti, je lui ai montré, il me dit, ok, ça marche, bah, on y go. Euh, j'ai, on a investi, j'ai mis de l'argent sur le projet pour acheter du matériel, pour fabriquer les étiquettes. On a engagé un designer, on a fait agrandir l'équipe de développement. Le projet a été développé en Tunisie. Euh, donc et on a participé au concours de la Tuge euh, avec donc mon associé et on a gagné le premier prix avec ce projet-là parce que du coup là on connaissait le produit, on connaissait très bien le marché, on avait bien fait l'étude du marché, on a fait l'étude du besoin, on a développé en fonction de ce que veulent nos clients, pas
en fonction de nous, ce qu'on pense être bien. Ça, c'est très important aussi. Un entrepreneur, il a toujours l'idée que lui, il a la solution à tous les problèmes du monde, alors qu'en réalité, il faut qu'il aille parler à ses clients pour être sûr que c'est le problème qu'ils ont, c'est ce qu'il a détecté. Peut-être que c'est un peu différent et peut-être qu'il va rater quelque chose s'il n'écoute pas ses clients. Donc vraiment, être à l'écoute de ses clients, c'est quelque chose de très important. D'accord. Et aussi, ce que j'ai pu comprendre de ce que tu viens de nous partager aussi, il faut qu'il soit un entrepreneur qui soit bien entouré, qu'il soit ouvert, qu'il aille chercher les opportunités. Hem, Quelles sont aussi les autres leçons que tu as pu tirer de cette expérience? Voilà, il faut aller vers l'autre. Vraiment, le point le plus important, comme tu le disais, c'est aller vers l'autre. L'autre, c'est qui? L'autre, c'est un associé. Des fois, on a du mal à partager son idée. Ça, c'est un peu un problème assez commun des entrepreneurs qui pensent que leurs idées, elles vont révolutionner le monde. Donc, ils gardent l'idée à l'intérieur, ils la bloquent et voilà, ils disent non, non, mon idée, je ne veux pas la partager, de peur qu'on me la vole. Ça, c'est une erreur assez typique qui se répète beaucoup. Euh, Avant de penser que ton idée, elle est unique, elle est exceptionnelle, est-ce que tu arrives à convaincre une personne de venir travailler avec toi sur ton idée? Si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un, pose-toi la deuxième question. Est-ce que tu peux convaincre un client d'acheter ton produit? Ok, ça c'est une autre question. Est-ce que tu arrives à convaincre un investisseur de mettre X, un montant, sur ton projet? Dire voilà, je mets X, ce montant-là sur ton projet. Ça, c'est quelque chose que c'est aller vers l'autre. Donc, encore une fois, ça, c'est de mon expérience, aller vers l'autre, c'est vraiment la chose la plus importante. De savoir quel est mon besoin, est-ce que j'ai la bonne idée ou pas. Avant de penser que mon idée elle est unique, qu'elle va me rapporter, je vais devenir l'homme le plus riche du monde et je vais arrêter de travailler. C'est pas ça l'objectif. Et un entrepreneur n'arrête jamais de travailler en réalité. D'accord, c'est très bien. Et du coup, moi, en échangeant avec toi, je sais aussi que tu as des autres projets en parallèle. J'aimerais bien t'appeler Serial Entrepreneur parce que chez toi, on s'ennuie pas. On a plusieurs, on se vraiment, c'est toujours, je te vois comme un générateur d'idées et du coup, quel est-ce que tu peux nous parler un peu sur ces projets et Bien sûr, partager, bien sûr, ils sont en quel stade et avec plaisir. Actuellement, on va dire, comme tu l'as dit, je travaille sur plusieurs projets. On est maintenant Hem, on va dire le noyau de c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé un peu sur ma personne, c'est que quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la formation et c'est la transmission. C'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Le modèle standard de l'école, un prof devant un tableau, a toujours été quelque chose pour moi heu, je l'ai suivi parce que j'ai fait comme tout le monde, mais je trouvais que c'était quelque chose qui n'était pas, vraiment, heu, suffisamment pertinente pour accompagner les profils à monter en compétences. Donc la formation, ça a toujours été quelque chose d'important et du coup, aujourd'hui, on est plusieurs à faire ce qu'on peut dire communément du mentorat, ça veut dire, chacun des personnes que j'ai encadrées dans le passé, eux encadrent d'autres personnes et essaient de les aider, les accompagner, les conseiller. Et on en a un petit peu, tout ce savoir-faire qu'on a, on a essayé de le centraliser au niveau d'une plateforme et la plateforme, elle a pour objectif quoi? C'est de, venir quelqu'un rentre, ramène son CV, son expérience, son histoire, l'injecte sur la plateforme, dit quel poste il cherche à avoir et la plateforme, grâce à l'IA générative, lui donne une réponse simple en disant: «Voilà, pour ce poste-là, tu es qualifié à hauteur de tant de % et voilà ce que je te conseille de faire pour atteindre ton objectif». Ça, c'est dans un premier volet et dans un second volet, on essaie de mettre en place un principe de crypto-monnaie autour de, la formation. Ça veut dire la capacité que, hem, la formation, elle soit décomposée, avec comme hem, avec une certaine monnaie vraiment assez atomique pour pouvoir, rémunérer, le formateur. Je trouve qu'aujourd'hui, le cadre enseignant n'est pas
n'est pas suffisamment bien rémunéré par rapport à la charge qu'ils subissent. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup on va dire de profils s'éloignent de plus en plus de la formation et qu'on se retrouve en pénurie mondiale, je trouve vraiment, c'est le terme, c'est mondial, de personnel enseignant. Et je sais que dans les pays comme la France, l'Allemagne ou l'Occident en général, il manque un peu de beaucoup de ressources d'ingénieurs, de médecins et de. Mais l'enseignement, c'est quelque chose de vraiment très important. C'est ce qui fait demain. Et, et c'est ce qui a fait la Tunisie. Il ne faut pas l'oublier que la Tunisie n'a eu sa place dans l'Afrique que parce que tout l'investissement qui a eu lieu depuis 56 jusqu'à quasiment 2010, il y a eu beaucoup d'investissements dans l'éducation, l'éducation publique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, si on le laisse de côté, si on délaisse pardon, les enseignants, on risque d'avoir un problème dans les générations à venir. Très intéressant, Walid. Là, on va parler un peu sur les défis. On sait bien que un entrepreneur, il a un chemin un peu dur. Il est parsemé de défis, d'enjeux. Ouais. Donc, Walid, quel était ton majeur défi qui t'a marqué le plus? Défis. Mais comme tu l'as dit, vraiment, il y a beaucoup de défis. Chaque année, chaque mois, pour ne pas dire même chaque jour, il y a un nouveau défi qui arrive. Euh, on va dire, quelque chose d'assez terre à terre. On va dire, c'est toujours été pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, c'est les sous. C'est avant toute chose, c'est comment l'entreprise va vivre. C'est toujours bien beau d'avoir de bonnes idées, d'avoir le bon esprit, le bon mindset, la volonté, tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas les sous derrière, c'est un peu compliqué. Donc ça a toujours été quelque chose qui est assez compliqué à gérer, les phases où il y a, je les appelle bien les 7 années de vache grasse et les 7 années de vache maigre, pour citer un peu, on va dire, une histoire assez connue. Euh, mais donc, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment les défis de savoir euh, prévoir cela. Euh, Parce que j'ai eu la chance de commencer tôt l'entrepreneuriat quand j'avais pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose, je veux dire, si on veut éviter le premier problème qui est l'aspect financier, c'est de commencer très tôt. Pourquoi très tôt? Très tôt, on dirait que je n'ai pas grand-chose. Mais oui, tu n'as pas grand-chose, mais tu n'as rien à perdre. Donc c'est facile de miser tout alors que tu n'as rien, alors que tu peux gagner tout. Donc c'est un peu ça le premier. Donc le défi financier, c'est vraiment commencer tôt quand on n'a pas de sous, oui, mais qu'on a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et, d'aller chercher le projet, la réussite. Ça, c'est le premier défi. L'autre défi, ça a été de convaincre des gens d'adhérer à l'idée. Ça, c'est vraiment un défi. Ce que je disais tout à l'heure, avant de dire mon idée, c'est la meilleure, c'est de se dire euh, comment je convainc quelqu'un pour adhérer à mon idée. J'ai une idée, ou comment je convainc quelqu'un de travailler avec moi. Et vraiment, il ne faut pas penser, il va me la voler. Vraiment, si on arrive à le convaincre de travailler avec moi, déjà, on sera deux à travailler sur le projet, on ira plus vite. Parce que si je vais tout seul, oui, je vais garder tout pour moi, mais vraiment, je ne vais pas aller très loin. Il faut aller ensemble, il faut aller en groupe. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement aussi en école, on ne nous enseigne pas. C'est qu'on ne nous enseigne pas à travailler ensemble. Je vais même citer le programme, c'est triste en prenant conscience de ça. Quelle est la meilleure place quand on donne les scores à la fin de l'année? Quelle est la meilleure position? Même à la tuche, c'est quoi la meilleure position? C'est le premier. Oui, mais quand on est premier, ça veut dire mon bonheur à moi, c'est le malheur des autres. Donc, ça veut dire que je ne peux être premier que si les autres sont malheureux. C'est un peu ça. Je ne peux être heureux que si les autres sont malheureux. Donc, c'est ce qui fait que, pour moi, un entrepreneur, quelqu'un qui veut lancer son idée, il se dit, je ne peux être heureux que si je suis seul sur le projet. Mais non, on peut chacun avoir sa place. Il y en a un qui va être, par exemple, même CEO. Aujourd'hui, par exemple, moi, je cherche un CEO. Je cherche quelqu'un qui va tenir un projet en tant que CEO et sera rémunéré. Mais c'est pas facile à trouver. Donc, je veux pas être CEO, qui est la personne qui est l'équivalent du PDG. Moi, je suis plus fort en tant que CTO. Je suis plus technique. Quelqu'un qui va être proche du produit, proche des clients, une personne marketing. Donc, c'est beaucoup de profils
qui ensemble vont constituer un corps. Vraiment, c'est ça le terme, c'est un corps entier et qui là va faire en sorte que le projet réussisse. Donc le défi deuxième dont je parlais, c'est vraiment trouver les associés. Après, trouver les clients. C'est aller, sortir et là, enlever complètement sa timidité. Moi, ça m'a pris quelques années euh, pour aller voir les clients. Sortir avec son son petit carnet, ses petites cartes de visite, quel que soit leur format, on s'en fout. Y aller et dire, voilà, j'ai cette idée-là, je veux vous proposer ce service-là, il y a telle valeur pour vous, vous allez gagner ça grâce à ce service-là, et je vais vous le vendre à ce prix-là. Je peux éventuellement négocier, je peux vous faire une ristourne. euh, sur 3 mois, vous n'allez payer que 2 mois. Très important, pas de gratuité, mais vraiment, il faut faire rentrer l'argent. Il faut que le client accepte de payer. S'il n'accepte pas de payer, c'est pas un échec, mais c'est la réponse du marché en disant que l'idée n'est pas bonne, il faut peut-être la modifier. Donc, il faut aller chercher les clients. Et dernière étape, c'est aller chercher les investisseurs. Voilà, aller chercher, dire voilà, j'ai un projet, là, il peut avoir cette rentabilité-là. Donc voilà ce que ça peut rapporter et les convaincre. Trop bien, Walid. Et là, si je te demande de donner 2 conseils aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, la- personnellement, je suis avec la Tuge et s'il y a un conseil que je veux donner à toute personne qui est aujourd'hui, surtout à Paris ou en France en général, mais vraiment à Paris, proche de la Tuge, c'est de participer au concours Adventure. Euh, il y a- c'est un concours qui est très intéressant. Faire ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, on risque pas grand-chose. Sortez de chez vous et allez faire votre premier pas, quelle que soit la chose que vous avez. Si vous avez une idée ou si vous avez juste des compétences et vous avez du temps à donner. Deuxième conseil pour se lancer dans l'entrepreneuriat, lire des livres. Là, là c'est facile. Là, il y a quelques livres, bon, c'est de la publicité, mais je vais me permettre. Je vous conseille de lire le livre Comment se faire des amis. Euh, c'est un livre très intéressant qui exprime comment euh, amener quelqu'un à adhérer à son idée. Euh, et je vous conseille de lire aussi Père riche, Père pauvre pour un petit peu comprendre ce que c'est que la monnaie et ce que c'est que l'argent. Il y a une liste de livres aussi très intéressantes à lire, il y en a plein, mais commencez déjà avec ça, ça va de vous donner les premières étapes dans le monde de l'entrepreneuriat. Walid, nous arrivons à la fin de notre podcast. C'était vraiment un échange très enrichissant. Si je me permets de dire un truc, ce que j'ai retenu, c'est que chaque entrepreneur, il est unique. Il a sa personnalité, il a un profil différent et il faut pas chercher à être comme les autres. Euh, Ce que aussi j'ai pu retenir, c'est que euh, ta, ta sensibilité, ta volonté de prendre le risque et ta persévérance, ce sont les choses qui fait de toi un, un très bon profil d'entrepreneur à partager avec notre audience. Euh, je te souhaite plein de réussite et aussi que je remercie nos auditeurs d'avoir écouté notre podcast. Euh, Notre programme Adventure, il est en cours. N'hésitez pas à participer, à suivre. Même si vous n'êtes pas retenu cette année, il y aura des autres éditions. Et si vous n'êtes pas retenu, ça veut dire pas que vous avez pas un bon projet ou autre. Voilà Walid qui a participé 3 fois. Donc
Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe aussi qui a travaillé sur le podcast, qui vous allez les voir lors des prochaines éditions. Et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.